pour autant. Il n'y a pas de pour autant. Non, c'est tout. Déjà, il faut pas se nourrir des autres. Noémie, ça, c'est du cannibalisme. J'avais juste envie de te faire craquer. Ce sera coupé, j'espère. Non. Bon, ça, c'est un peu dommage. Bonjour et bienvenue sur Pulse RH, au cœur des soft skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des soft skills fondamentales mais souvent sous-estimées, l'intelligence sociale. Cette capacité à comprendre efficacement les complexités des interactions sociales, elle est cruciale aujourd'hui pour pouvoir bâtir des relations solides, influencer aussi positivement les autres et créer un environnement de travail harmonieux. Pour en parler, nous accueillons un invité exceptionnel aujourd'hui, un comédien, formateur spécialisé en prise de parole en public, théâtre et impro. Sa capacité unique à combiner les arts du spectacle avec le développement professionnel offre une perspective assez riche et profonde que nous allons explorer aujourd'hui à travers l'intelligence sociale. Bienvenue Grégoire. Bonjour Noémie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours ? Ouais. Après une intro comme ça. Alors, je m'appelle Grégoire. Je suis... En fait, moi, ce qui a guidé mon parcours pour faire le lien avec la thématique d'aujourd'hui, ça a été l'envie d'être connecté avec des gens, c'est-à-dire d'être au contact des gens. Je voulais un peu vivre une aventure, un format de vie un peu excitant. Donc, j'ai fait une formation de commerce parce que suite à ça, j'ai pu partir à l'étranger, j'ai pu énormément voyager. Notamment, j'ai travaillé pendant 5 ans en start-up à Londres, dans un environnement super multiculturel avec plein de nationalités, encore une fois, beaucoup de partenaires à l'étranger. Et puis, j'ai fait une reconversion pour devenir comédien, parce qu'en parallèle de ça, je faisais beaucoup d'impro, beaucoup de scènes, en fait, stand-up, théâtre aussi. Et donc, j'ai fait une reconversion et aujourd'hui, j'utilise les deux en entreprise. C'est-à-dire que j'utilise un petit peu l'expérience de commercial en entreprise, l'expérience de la scène pour accompagner des gens dans la prise de parole, dans des sujets managériaux, etc. Super. Alors, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous donner, Grégoire, ta définition de l'intelligence sociale ? Pourquoi elle est cruciale aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ? Oui, elle est cruciale et elle est très méconnue. L'intelligence sociale, elle est plus connue dans la littérature anglo-saxonne. J'ai l'impression que c'est des sujets que eux maîtrisent beaucoup plus que nous. Alors, l'intelligence sociale, la définition, je trouve, est plus claire quand on la met en parallèle avec l'intelligence émotionnelle. Donc, je vais commencer par l'autre. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'une personne, en fait, à se comprendre, à se motiver, à se connaître. Donc, c'est un peu une connaissance de soi et la capacité à se gérer soi-même. L'intelligence sociale, à l'opposition de ça, c'est quand on regarde une personne et sa manière d'interagir et de se connecter avec les autres. C'est sa capacité à comprendre quelqu'un d'autre, à lire en fait ses émotions, son langage non verbal, etc., pour agir en conséquence. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, tu parles de l'intelligence émotionnelle, du quotient émotionnel, que nous aussi on va mesurer dans notre test émotion notamment. Quels sont les signes qui indiquent qu'une personne possède une bonne intelligence sociale, une intelligence sociale élevée, on va dire ça plutôt comme ça ? Est-ce qu'il y a des comportements spécifiques à observer ? Ouais, je pense que le premier point, c'est quand on parle avec une personne qui a une bonne intelligence sociale, c'est quelque chose d'agréable. C'est-à-dire, c'est plutôt une interaction où on passe un bon moment, on se sent écouté, on se sent compris. Et voilà, donc quand on parle de quelqu'un de charismatique, en général, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une bonne intelligence sociale. Ce collègue avec qui on aime bien passer la pause déj, etc., en général, voilà, intelligence sociale. Donc voilà, plutôt une personne dont la présence avec qui le contact est agréable. Et si on suit cette personne tout au long de sa journée, on va voir qu'elle est capable de s'adapter et d'avoir un comportement similaire avec des gens qui ont une culture différente, des habitudes différentes, des états d'esprit différents. Donc, c'est une personne qui est aussi adaptable et flexible dans ce rapport aux autres.
Alors, par rapport à ce que tu disais, Grégoire, moi, je peux me sentir bien avec une personne, toi, pas forcément. On a tous des biais qui peuvent venir altérer notre jugement, notre appréciation sur une personne. Donc, en quoi on peut effectivement se dire, bah, elle a une intelligence sociale peut-être avec moi, mais pas avec d'autres. Tu vois un peu l'idée? Ouais. Euh, alors oui, je pense que des biais, des affinités, ça, il y en a, évidemment. Et en revanche, oui, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que parce que quelqu'un a une bonne intelligence sociale, ça va être le meilleur ami de tout le monde et que D'accord. toute première rencontre se finira par des embrassades. C'est une capacité d'adaptation. Ça me fait penser à... J'ai assisté hier à une formation pour des personnes qui sont en customer service, donc qui sont en relation client. Mhm. Et parmi les questions qui se posaient et dans la formation qu'ils avaient, c'est, voilà, on a un client qui est en colère, qui est pas content vis-à-vis par rapport au produit qu'on leur a fourni, etc. Mhm. Il appelle au téléphone, il commence à gueuler, etc. Comment vous réagissez? Bon, là, la personne au téléphone, le service client, doit savoir écouter, s'adapter et prendre certaines mesures pour réussir à comprendre vraiment quel est le problème du client et y répondre. Même si cette personne a une très bonne intelligence sociale, ça finira pas, comme je le disais, par devenir meilleurs amis. Oui. Donc voilà, cette capacité d'adaptation lui permettra plutôt de s'adapter, de gérer des situations complexes et de savoir discerner derrière une émotion très forte quel est le problème de fond pour pouvoir le résoudre. Alors du coup, est-ce que l'intelligence sociale, c'est être extraverti, tu vois, se nourrir des autres, apprécier être en contact avec les autres? Ouais, oui, la question introverti-extraverti, elle est intéressante parce que on sous-estime beaucoup les introvertis sur beaucoup de relations sociales, je trouve. À l'inverse, pour faire quelques formations prises de parole, je trouve que les introvertis sont souvent super pertinents et super efficaces en prise de parole. Parce que, pour grossir un peu le trait, une personne introvertie, sa posture de base, ça va être je prends la parole quand j'ai quelque chose à dire. J'ai vraiment un message à transmettre. Et donc, voilà, je sais où je vais quand je prends la parole. Et le reste du temps, j'écoute. Donc, en fait, une personne introvertie a toutes les armes pour avoir une très bonne intelligence sociale. De la même manière, enfin, ou plutôt à l'inverse, une personne extravertie sera naturellement plus à l'aise et plus fluide à l'oral dans les phases d'improvisation, de savoir pas vraiment où elle va, et pourra créer un bon relationnel avec quelqu'un sans savoir vraiment où elle va. Donc les deux ont des forces très différentes, mais je pense que c'est pas lié en fait, introverti et extraverti. Alors c'est intéressant parce que comme tu dis, les introvertis sont plus pertinents, peut-être dans la prise de parole en public. Comment, toi, l'improvisation théâtrale notamment, enrichit cette intelligence sociale? Euh, L'impro, déjà, c'est incroyable. Il faut que tout le monde en fasse. Et je pense vraiment que l'improvisation théâtrale devrait être enseignée à l'école. Je pense que ça permettrait beaucoup d'ouverture, qu'il y a plein de problèmes de communication qu'on n'aurait pas si on faisait de l'improvisation. On a des pays voisins, en Suisse, ils en font beaucoup dès le plus jeune âge, en Belgique parfois aussi. Euh, pour rebondir à ta question précédente, en impro, il y a beaucoup d'introvertis. Il y a beaucoup. Moi, je pense que des gens que je connais, c'est 50-50, voire une dominante de gens introvertis. Euh, je vais redéfinir rapidement ce que c'est l'improvisation théâtrale, être sûr qu'on soit sur la même page. Oui. L'improvisation théâtrale, c'est un jeu d'acteurs. Donc, en gros, on peut dire une petite pièce de théâtre devant un public qui va être improvisé, c'est-à-dire qu'on découvre le thème ou les contraintes au moment de monter sur scène. Okay. Donc tout se crée sur le plateau, tout se crée sur la scène. Ce qui implique, contrairement au théâtre où quand on est comédien, on nous donne un texte et il faut comprendre le texte un petit peu et puis le réciter. Là, l'improvisateur, il est du coup comédien et il est aussi metteur en scène, c'est lui qui décide où est-ce que vont se placer chaque personne et il est aussi l'auteur, c'est lui qui va écrire. Cette combinaison des trois, elle implique nécessairement une écoute de l'autre hyper forte. Parce que, admettons, là, on nous dit, OK, Noémie Grégoire, vous êtes frères et sœurs et vous arrivez sur une île déserte. Qu'est-ce qui se passe?
là, admettons, tu prends la parole et tu dis, bon bah voilà, viens, on va reprendre le bateau. Et moi, si j'étais arrivé avec mon idée très précise de, on est tombé d'un avion, c'est ça qui nous a amenés ici. Et je dis, mais non, on n'est pas venu en bateau, on est venu en avion. Je vais tout casser. Je vais casser l'improvisation. Ce que je veux dire avec cet exemple vraiment nul, c'est que c'est qu'en improvisation, on ne peut avancer et construire que si on est complètement à l'écoute de l'autre, qu'on accepte les idées de l'autre, qui sont toujours bonnes, il n'y a pas de mauvaise réponse, et qu'on rebondit dessus. Donc la posture de base en impro, c'est le oui est. Oui, on est venu en bateau, et en plus, on a cassé les rames. Et de fil en aiguille, on va construire une histoire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'improvisation, c'est l'école de l'intelligence sociale. C'est l'école de l'écoute de l'autre, de la prise en compte vraiment active de ce que l'autre me dit et de rajouter des éléments. Il y a même, puisque là je suis parti sur un énorme tunnel d'improvisation, il y a même une discipline d'improvisation qui s'appelle le match d'impro. Donc on simule en fait un match de hockey, il y a un arbitre, etc. Et l'arbitre va siffler des fautes dans certains cas. Par exemple, si tu parles et je te coupe la parole, l'arbitre va siffler une faute. Si je t'impose une idée, l'arbitre va siffler une faute. Donc en fait, on est quand même dans un scénario hyper safe où quand je fais une faute de non-intelligence sociale, il y a quelqu'un qui siffle. Donc imagine si dans ta vie, quand quelqu'un t'arrive et il y a un collègue qui te coupe la parole, quelqu'un débarque derrière et siffle, ce serait quand même incroyable. Voilà, donc l'impro, c'est la salle de sport de l'intelligence sociale. On peut vraiment développer des compétences là-bas. Alors c'est intéressant parce qu'à travers ton exemple, on comprend que c'est quand même cadré, que ça s'apprend. Parce que je pense qu'on peut penser que l'intelligence sociale, c'est inné. Tu as quelque chose à ajouter sur ce point-là Tu confirmes que ça peut être appris? Complètement. Alors, appris. Encore une fois, c'est génétique, donc c'est quelque chose que, quand on est humain, à moins peut-être de pathologie, mais c'est quelque chose ancré en nous, donc on a tous de l'intelligence sociale. D'accord. Ensuite, comme on a tous des biceps, quoi, mais ensuite, on peut la muscler, on la développe. Cette intelligence sociale, on la développe à travers plein de manières. L'impro, comme je disais, permet de le faire. Il y a des formations, quand je parlais de la formation service client, voilà, on peut se former à des cas pratiques, à des cas très concrets. La première fois qu'on est au téléphone avec un client qui est vraiment, vraiment mécontent et qui est désagréable, qui s'attaque quasiment personnellement à nous, on ne sait pas forcément réagir. On peut s'entraîner à ces choses-là pour saisir un petit peu, ok, peut-être qu'en fait, à travers cette émotion, la personne veut me communiquer quelque chose. Donc, l'entraînement, savoir décoder ce qu'une personne communique à travers voilà, de certains comportements. Et c'est principalement ces choses-là. Alors, comment on peut faire, Grégoire, pour pouvoir muscler cette intelligence sociale? Il y a plusieurs manières, je pense, de le faire. Alors, il y a des trucs très simples. Déjà, le premier qui est accessible à tout le monde, c'est de demander du feedback. Comme plein de choses qui nous concernent, on a très peu de recul sur ce qu'on dégage, à quel point on met les gens à l'aise, etc. On peut avoir des intuitions, mais l'idée, c'est quand même d'avoir du feedback des gens. Dans certaines entreprises, il y a du feedback anonyme, du feedback 360 degrés avec des commentaires de gens de plein d'équipes différentes. Ça, c'est idéal parce que les gens se permettent d'être transparents et dire ce qu'il y a. Donc, première étape, en prendre conscience. Le feedback, c'est vachement utile pour ça. De le reconnaître, je crois que c'est important. Et une fois qu'on sait ça et qu'on a vraiment envie de faire évoluer les choses, il y a plusieurs manières. Sans formation de manière assez spontanée, il y a prendre conscience du problème. Par exemple, on me dit que j'écoute pas bien. Eh ben, je vais y prêter attention chaque jour, dès que j'ai l'occasion. Donc, j'ai une interaction avec quelqu'un et ça pourra dire, voilà, je vais faire attention à ce que tu me dis et mon exercice, ça sera de reformuler ton point à chaque fois. De le reformuler avec mes mots pour me forcer, moi, à vraiment écouter ce que tu racontes, pour vraiment écouter ce que tu dis. Et toi, te faire prendre conscience que je t'écoute et donc créer cette relation de confiance. Ça peut être un exercice. Une autre idée, voilà, pour l'écoute, typiquement,
on range les téléphones. C'est un truc, on est une génération qui a été piégée par l'électronique à outrance, les montres connectées, etc. Quand on est en rendez-vous, je pense qu'on l'a tous eu. On est avec un collègue ou autre, voilà, on lui parle, il regarde sa montre comme ça. Mais dis-le-moi si je t'embête, quoi. Le téléphone même posé sur la table, je crois qu'il y a des études qui ont été faites qui prouvent que même si l'autre n'interagit pas avec son téléphone, simplement de le poser là, ça montre, bon voilà, si un message arrive, un appel arrive, il sera prioritaire sur toi. Donc la relation, elle est un peu mise au second plan. Hyper mauvais dans tout ce qu'on a décrit sur l'intelligence sociale, c'est vraiment, on se met pas dans des bonnes conditions. Donc on range les téléphones, ça nous aide. Et après, évidemment, l'impro, les formations, oui, principalement l'impro et les formations professionnelles. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure du langage non verbal. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, tu as des conseils, des anecdotes pour pouvoir le détecter ? Le langage non verbal, ça compte énormément. Alors, je crois que déjà pour les citer, il y a plusieurs points en général qu'on cite. En scannant de haut en bas, il y a le regard, donc le eye contact. Dans nos cultures, en tout cas occidentales, c'est une marque de confiance. Si tu me regardes dans les yeux, ça veut dire que je peux avoir confiance en toi, tu me caches pas quelque chose. Le sourire, la puissance, ça on pourra en reparler, mais moi je suis fasciné par la puissance d'un sourire, un sourire sincère. Alors le sourire crispé, pareil, puissance dans l'autre sens, il est horrible. La voix, la capacité à moduler sa voix, à faire des pauses plutôt que les E. Donc tous ces points-là, il y a la posture, les mouvements et les mains. Si j'ai les mains dans les poches, si j'ai les mains dans le dos, les bras croisés, les jambes croisées, je renvoie vraiment une impression un peu fermée. Et donc notre cerveau, encore une fois, sans qu'on en ait conscience, va décoder ça. Donc première leçon que j'ai reçue et que je partagerai sur le langage non verbal, en prendre conscience, savoir que je renvoie ça sans le vouloir parfois, et donc petit à petit faire attention à, voilà, est-ce que j'ai les mains plutôt comme ça, dans le dos, voilà, je renvoie pas les mêmes infos, quoi. Donc par exemple, si j'ai un manager qui vient me voir et qui me croise les bras comme ça, qui fronce ses sourcils, qui me dit bravo, je sais pas si je vais le recevoir comme un vrai bravo. Oui, complètement. Et c'est vrai que pour les leaders, pour les managers aussi qui nous écoutent, comment justement cette intelligence sociale combinée à l'art de la prise de parole et aussi du coup à la communication non verbale, c'est un levier. Alors pour les managers, c'est important pour tout le monde, mais pour les managers encore plus parce que la performance du manager, elle est lue à travers la performance de son équipe. Et donc le travail du manager, c'est de réussir à rendre un groupe de personnes motivées, efficaces, de leur faire prendre conscience d'une vision et voilà, et de les inciter à être créatifs, enfin vraiment à se dépasser, quoi. Pour toutes ces raisons-là, le manager, il doit savoir comprendre les membres de son équipe, savoir s'ils s'expriment de la même manière, s'il aborde les mêmes leviers de motivation à la première personne qu'à la seconde. On n'est pas tous motivés par la même chose. Et donc, c'est vraiment clé pour un manager. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir trop d'intelligence sociale ? Je pense notamment à la posture peut-être d'un manager, justement, professionnel, donc dans le paraître, ou encore le personal branding qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah, grande question. Je pense pas qu'on puisse avoir trop d'intelligence sociale. Parce que l'intelligence sociale, elle permet vraiment de se connecter aux autres. Et je pense qu'on ne peut pas trop se connecter aux autres. Il y a des limites à mettre. Je pense qu'il y a 2 points. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette intelligence sociale ? Là, il y a quasiment des questions morales qui se posent. Voilà, est-ce que si je suis un influenceur et que j'utilise mon charisme pour vendre des produits, des produits parfois de mauvaise qualité, parfois mauvais ou immoraux. Enfin, il y a plein d'exemples en ce moment. Oui. Ou est-ce que je l'utilise pour une cause qui me tient à cœur ? Voilà, là, ça rentre quasiment dans une autre question. Et pour le personal branding,
Je pense que c'est notamment ces questions-là qui font que l'intelligence sociale, elle est très importante aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous partager une histoire, un moment où ta propre intelligence sociale a été mise à l'épreuve et comment tu as géré cette situation? J'en ai 200. Ah, bon, tu Euh, en choisis qu'une, hein. J'en choisis une. J'ai travaillé dans une entreprise à Londres où on a lancé un produit. Et moi, j'étais responsable de la partie commerciale, donc du lancement du produit. Et le lancement d'un produit, ça implique d'avoir du retour rapide, des feedbacks de la part des potentiels clients, savoir ok, quelles sont les améliorations, est-ce que le positionnement du prix est bon, etc. Nous, c'est un produit qu'on devait vendre dans des magasins, c'est-à-dire c'est les retailers qui étaient nos clients potentiels. Et donc j'ai décidé, pour avoir des retours rapides, plutôt que de passer ma journée à envoyer des mails, d'aller dans les magasins. Donc j'ai vraiment fait du porte-à-porte, j'avais mes produits sous le bras, et pendant un mois, tous les jours, un mois et demi même, tous les jours, j'allais dans des magasins. J'ai fait mon plan, j'ai quadrillé la ville, j'allais du quartier A au quartier B, etc. Et j'ai appris tellement de choses sur ça. Et oui, j'ai été mis à l'épreuve en termes d'intelligence sociale, ça c'est évident. Je dirais que j'ai retenu vraiment 2 leçons principales. La première, c'est la manière de créer un lien rapide avec quelqu'un. Rapide et quand même, je dirais, efficace, parce que là, c'était aussi une démarche commerciale. Euh, j'ai essayé. Mon but, c'était quand même d'accrocher la personne pour qu'elle veuille bien m'aider, pour qu'elle me donne son avis sur quelque chose et tout ça. Mais tout le monde a des choses à faire, il y a d'autres clients dans le magasin. Donc, j'ai testé plein de choses. Et en fait, ce qui marche, c'est juste la simplicité, en tout cas avec ma personnalité, peut-être qu'il y a des choses différentes selon les personnalités de chacun, de rentrer et de faire un grand sourire, de regarder la personne dans les yeux et soit de faire une petite blague, soit de lui poser une question. Et ça, déjà, c'est plus agréable. Alors, moi, dans mon cas, c'était beaucoup plus agréable parce que c'est spontané et puis c'est un moment sympa avec l'autre personne. Et directement, ça crée quelque chose d'assez fort. Je sentais que après, quand je posais la question, qu'est-ce que vous pensez de ce produit, la personne était de mon côté. Mm. Ça avait vraiment réussi à faire que 2 personnes étrangères ont une connivence basée sur une relation de 10 secondes. Et donc, en fait, c'est hyper fort. On est capable de créer des liens avec des personnes, des liens agréables avec des gens qu'on ne connaît pas dans le bus, etc. Donc là, c'était vraiment mon, ma, ma première leçon, la découverte du combo rester soi-même, sourire, positif, poser une question à l'autre ou une petite blague. Le deuxième apprentissage, c'est même en sachant tout ça, même après 3 semaines à y aller tous les jours, il y a des jours j'y allais et j'avais vraiment des connexions et après je restais 20 minutes dans le magasin parce qu'on discutait avec les gens et c'était génial et on se racontait nos vies, etc. Et le lendemain, j'allais dans le magasin d'à côté et c'était un désastre. C'était un désastre. J'arrivais et je souriais et puis parce que j'étais fatigué, parce que le matin j'avais pris le vélo et que quelqu'un avait failli me rentrer dedans, j'en sais rien. Ce truc qui faisait que ça ne marche et j'étais incapable de connecter avec les autres, quoi. Le stress et tout. Et voilà. Et donc dans ces cas-là, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'arrêter, quoi. Ces jours-là, de me dire, bon, c'est clairement pas le jour pour interagir. C'est un jour sans. Je vais me coucher, ou je me repose, je fais autre chose et je reviendrai demain. Alors justement, sur ce sujet, bon là, c'était peut-être pas ton moment, mais Ouais. quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent socialement maladroit, qui aimerait potentiellement améliorer ses compétences sociales? Faites de l'impro. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre petit à petit. La question de je me sens pas trop à l'aise avec les autres, j'ose pas aborder les gens. Mm. Je pense que c'est quelque chose de tellement à la fois important et paralysant pour ces personnes-là. Ça peut bloquer des carrières, quoi, ce genre de comportement. Mm. Vraiment, lancer une conversation. Trouver un moyen de lancer une conversation et de créer un lien avec quelqu'un. Donc, moi, je recommanderais la même chose que ce que je viens de dire. Prenons l'exemple, cette personne-là est dans une réunion de networking. L'angoisse pour une personne qui est pas très à l'aise là-dedans, de voir quelqu'un avec qui on sent, ok, cette personne a l'air a priori
sympa, voilà, le langage corporel plutôt ouvert, se diriger vers cette personne, un regard, un sourire. 9 fois sur 10, cette personne va s'approcher et là, on peut juste lui poser une question. On lui pose une question sur son métier, sur son job, voilà. Trouver une manière de lancer la conversation, de créer un lien, sourire, regard et une question. Et après, il y aura moyen de progresser sur comment créer un lien plus durable. Mais c'est très simple en réalité, quand on ose. Il faut juste oser le faire une première fois. Alors justement, dans des situations de malentendus, de conflits en entreprise, on sait que ça peut arriver. Quel rôle va jouer l'intelligence sociale? J'imagine que ça peut être une grande aide pour désamorcer ces conflits, atténuer peut-être les on-dit, les bruits de couloir, les malentendus, les incompréhensions. Ouais. Oui, je pense que l'intelligence sociale, elle est supra-importante dans ces moments-là parce que dire que quelqu'un a une bonne intelligence sociale, ça sous-entend d'avoir conscience des autres et d'avoir conscience de ce qui peut motiver les autres. Donc, même quand c'est des conflits qui semblent infondés, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison cachée. Et donc, de comprendre les motivations de chacun, pourquoi tel et tel pourquoi ça circule, donc de comprendre la raison. Ça, c'est la première chose. De savoir que connaissance de soi-même, donc là, on embraye sur l'intelligence émotionnelle. Quand on est soi-même impliqué dans un conflit, de savoir prendre du recul et se dire, ok, je ne réagis pas à chaud parce que je sais, mon intelligence sociale me fait dire que je sais que si je réagis à chaud, je vais dire des choses que je pense pas. Ça va embrayer, ça va partir et après, ça va être beaucoup plus dur de s'en sortir. Donc, comprendre les motivations qui ont amené au conflit, ne pas réagir à chaud, rien que pour ça, l'intelligence sociale va être très très utile. Alors, dans tes conseils, tu as évoqué l'improvisation. Est-ce que tu as des exercices à nous recommander? Ben oui, j'en ai quelques-uns. Il y a des exercices qu'on peut faire seul, il y a des exercices qu'on peut faire en groupe. Pour l'intelligence sociale, plutôt en groupe. Il y en a un qui est assez... qui est très simple à mettre en place et dont les conséquences, les résultats sont assez hallucinants. On se met en cercle, debout, admettons, 10 personnes, donc avec toute l'équipe. Et l'équipe, en tant que groupe, va devoir compter jusqu'à, on va dire, 15, les uns après les autres, de manière aléatoire. Il faut juste que 2 personnes ne parlent pas en même temps. C'est-à-dire, 1, 2, 3. Si le 4 est dit par 2 personnes en même temps, on recommence. Donc, la question, c'est comment on arrive à se connecter au groupe avec des outils que je ne saurais même pas expliquer. On pourrait dire que ça relève du mystique, mais c'est de la neuroscience, quoi. En prêtant attention au langage corporel des autres, aux petits gestes qui montrent que, ok, un tel va prendre la parole, un tel est plus en recul, donc il ne va pas parler. Après quelques passages, moi quand je le fais avec des groupes, au début c'est souvent catastrophique parce que tout le monde veut dire un chiffre et donc ça crache et on ne s'écoute pas. Et très vite on sent une forme de calme, de concentration et de concentration de groupe qui se met en place. Et les groupes arrivent au bout d'un certain temps à compter jusqu'à 15 et au-delà. Et ça, mais c'est vraiment super. Enfin, c'est anodin, mais c'est très très fort, quoi. Donc c'est un bon exercice. Un autre exercice donc là qui est un peu plus ludique, qui peut se faire à deux, c'est une phrase construite à deux. Donc je dis un mot, tu dis le suivant, et ainsi de suite. Et là, celui-là, il est très bien pour faire prendre conscience de jusqu'où le groupe peut faire avancer. Parce que ça fait naître des phrases qui sont souvent supra-créatives, très drôles, qui ont parfois pas beaucoup de sens, mais à laquelle on n'aurait jamais abouti seul. Des trucs complètement insensés. Souvent, quand je fais cet exercice, les gens finissent en fou rire en se répétant la phrase qu'ils ont dite parce que ils l'ont créée ensemble et donc il y a eu ce truc de la connexion et ils ont ce truc incompréhensible mais qui est très très beau et donc c'est une bonne manière d'amorcer la réflexion vers à plusieurs on construit des choses qu'on ne construit pas seul. Super, merci beaucoup Grégoire pour tes conseils et ces exercices. On arrive à la fin de ce podcast vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ? Un sourire,
un regard et une question ou une petite blague. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil pour aborder une connexion. Et le dernier mot, c'est, je pense qu'il ne faut pas cacher d'hypocrisie derrière tout ça. Euh, les leçons de l'intelligence sociale, c'est comment créer des connexions sincères en connaissant les codes. Euh, Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors que nous concluons cette série fascinante de podcasts sur Pulse RH au cœur des soft skills, je tiens à remercier chacun de nos invités pour leur temps, leur sagesse et leurs précieux conseils. Leurs perspectives ont non seulement enrichi notre compréhension de ces soft skills essentiels, mais ont également offert des stratégies concrètes pour pouvoir cultiver vos compétences dans vos vies professionnelles et personnelles. Merci également à vous, auditeurs et spectateurs, de nous avoir accompagnés sur ce voyage à la découverte des soft skills. Nous espérons que ces conversations vous ont inspiré à explorer, à développer, à valoriser vos compétences aussi interpersonnelles. N'oubliez pas que le développement des soft skills est un parcours continu. Chaque jour offre une nouvelle chance de pratiquer et de s'améliorer. Continuez à chercher des occasions de mettre en pratique ce que vous avez appris, à rester ouvert à de nouvelles expériences d'apprentissage et surtout à partager vos connaissances, vos progrès avec ceux qui vous entourent. Restez à l'écoute car une nouvelle saison arrive au cœur des soft skills. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucun épisode. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.